KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz. J'ai moi-même dit un jour, inutile de penser à la mort, car elle pense à nous sans que nous l'y aidions. Pourtant, ce serait merveilleux s'il y avait vraiment des Champs-Élysées, et là, des ombres. Eunice, un jour, serait venue me rejoindre, et nous aurions erré ensemble dans les prairies constellées d'asphodèles. J'y aurais aussi trouvé meilleure compagnie qu'ici. Quel pitre, quel saltimbanque, quelle plèbe sordide, sans goût et sans culture, 10 arbitres du bon goût ne sauraient faire de cette rimaltion des hommes convenables. Par Perséphone, j'en ai assez de tous ces gens. Et il s'aperçut à sa grande surprise que quelque chose l'avait déjà séparé d'eux. Il les connaissait bien, certes, et savait depuis longtemps ce qu'il fallait en penser, et pourtant, maintenant, il lui semblait plus loin de lui, et plus méprisable que d'ordinaire. Il en avait vraiment assez de tous. Puis il se mit à réfléchir sur sa situation. Perspicace, il avait compris que la mort ne le menaçait pas dans l'immédiat. Néron avait profité du moment opportun pour dire quelques belles et sublimes paroles sur l'amitié, sur le pardon, et s'était en quelque sorte engagé à les respecter. Il devrait maintenant chercher des apparences, et avant qu'il ne les trouve, pas mal de temps aura passé. Tout d'abord, se disait Pétrone, il donnera des jeux dont les chrétiens feront les frais. C'est après seulement qu'il pensera à moi. Et s'il en est ainsi, il est inutile de se faire du souci ni de changer de mode de vie. Un danger plus proche menace Vinicius. Désormais, il ne pensa qu'à Vinicius et décida de le sauver. Les esclaves portaient promptement sa litière parmi les ruines, les décombres et les cheminées qui encombraient encore les carines, mais il leur ordonna d'accélérer leur course afin d'arriver au plus vite chez lui. Vinicius, dont l'insula avait brûlé, habitait chez lui et, par bonheur, se trouvait à la maison. « As-tu vu Ligie aujourd'hui » lui demanda tout d'abord Pétrone. « Je reviens de chez elle. » « Écoute ce que je vais te dire et ne perds pas ton temps à me questionner. Il a été décidé aujourd'hui, chez César, de rejeter la faute de l'incendie de Rome sur les chrétiens. Il risque d'être persécuté et supplicié. La poursuite va commencer d'un moment à l'autre. Prends Ligie et fuyez immédiatement, fût-ce au-delà des Alpes ou bien en Afrique. Et dépêche-toi, car du Palatin, il est plus près du Transtévère que d'ici. » Vinicius était réellement trop homme de guerre pour perdre son temps en questions inutiles. Il écouta Pétrone, les sourcils froncés, le visage concentré et menaçant, mais sans épouvante. Il est probable que, dans cette nature, le premier sentiment que le danger suscitait était le désir de lutter et de se défendre. « J'y vais, dit-il. Un mot encore. Prends une bourse de pièces d'or, prends une arme et une poignée de tes chrétiens. En cas de nécessité, reprends Ligie par la force. » Vinicius était déjà sur le pas de la porte de l'atrium. « Envoie-moi de tes nouvelles par un esclave, » cria encore Pétrone. Resté seul, il se mit à marcher le long des colonnades qui ornaient l'atrium, méditant sur ce qui allait se passer. Il savait que Ligie et Linus étaient, après l'incendie, revenus dans leur ancienne maison qui, comme la plus grande partie du Transtévère, avait réchappé du désastre. Et c'était là une circonstance défavorable, car autrement, il n'eût pas été facile de les retrouver parmi les foules. Il supposait que, de toute façon, personne au Palatin ne savait où ils habitaient et que, par conséquent, Vinicius devancerait les prétoriens. Il lui vint aussi à l'idée que Tigellin voudrait rafler d'un seul coup le plus grand nombre possible de chrétiens et devrait donc tendre son filet sur tout Rome et, par conséquent, diviser les prétoriens en petits détachements. S'il n'envoie pas plus de 10 hommes la chercher, se disait-il, le géant lygien leur cassera les os. Alors on peut imaginer ce qu'il adviendra lorsque Vinicius viendra à la rescousse. Cette pensée lui redonna courage. À vrai dire, opposer une résistance armée aux prétoriens équivalait presque à déclarer la guerre à César.
Pétrone savait aussi que, si Vinicius échappait à la vengeance de Néron, celui-ci pourrait se venger sur lui-même, mais il ne s'en souciait guère. Mieux, la pensée qu'il avait contrecarré les plans de Néron et de Tigelin le réjouissait. Il décida pour cela de ne lésiner ni sur l'argent, ni sur les moyens, et de faire appel à ces gens. Et comme Paul de Tarse avait converti, encore à Antium, la plupart de ses esclaves, il était donc certain qu'il pourrait, lorsqu'il s'agirait de protéger la jeune chrétienne, compter sur leur disponibilité et leur dévouement. L'entrée de Nice interrompit ses méditations. À sa vue, tous ses soucis et ennuis disparurent comme par enchantement. Il oublia César, sa disgrâce, les Augustins avilis, les persécutions qui menaçaient les chrétiens, Vinicius élégie, et ne voyait qu'elle de ses yeux d'esthète, épris d'un corps merveilleux, et d'amant, pour lequel ce corps appelait l'amour. Elle, vêtue d'une robe transparente, mauve, appelée Coa Vestis, à travers laquelle on percevait son corps rose, était réellement belle comme une divinité. Se sentant, au surplus, admirée et l'aimant lui, de toute son âme, toujours assoiffée de ses caresses, elle se mit à rougir comme si elle n'était pas sa concubine, mais une innocente jeune fille. « Que me diras-tu, Charite ?» lui demanda Pétrone en tendant ses bras vers elle. Elle, penchant vers lui sa tête blonde, lui répondit « Seigneur, Antémios est venu avec des chanteurs et demande si tu désires l'entendre aujourd'hui. Qu'il attende. Il nous chantera l'hymne à Apollon pendant le repas. Autour de nous, il y a encore des décombres et des cendres, et nous écouterons un hymne à Apollon. Par les bosquets de Paphos, lorsque je te vois dans cette Coa Vestis, il me semble qu'Aphrodite s'est voilée d'un pan de ciel et se tient devant moi. Ô Seigneur, dit Eunice, viens ici, Eunice, enlace-moi et donne-moi ta bouche. M'aimes-tu ? Je n'aurais aimé Zeus plus fortement. Cela dit, elle pressa ses lèvres sur celles de Pétrone, en tremblant de bonheur dans ses bras. Mais au bout d'un moment, Pétrone lui demanda « Et s'il fallait nous séparer ?» Eunice, épouvantée, le regarda dans les yeux. « Comment ça, Seigneur ? Car, vois-tu, qui sait si je ne serais pas dans l'obligation de faire un long voyage ? Emmène-moi avec toi. » Pétrone changea brusquement de sujet et lui demanda « Dis-moi, y a-t-il des asphodèles dans les pelouses du jardin ?» L'incendie a jauni les cyprès et les pelouses du jardin. Les myrtes ont perdu leurs feuilles et tout le jardin paraît mort. Rome tout entière semble morte et sera bientôt un véritable cimetière. Sais-tu que sera publié un édit contre les chrétiens et commenceront des persécutions au cours desquelles des milliers de gens vont périr ? Pourquoi les punira-t-on, Seigneur ? Ce sont des gens paisibles et bons. Justement pour cela. Alors partons au bord de la mer. Tes divins yeux n'aiment pas regarder le sang. Bien. Mais en attendant, je dois prendre un bain. Viens à l'Éléothésium moindre les épaules. Par la ceinture de cypris. Tu ne m'as jamais encore paru aussi belle. Je demanderai qu'on te fasse une baignoire en forme de conque, et tu y seras comme une perle précieuse. Viens, ma déesse aux cheveux dorés. Il se retira, mais 1 heure plus tard, ils se reposaient tous les deux, couronne de rose sur la tête, et les yeux langoureux, devant une table couverte de vaisselle d'or. De tout jeunes garçons déguisés en amour les servaient. Eux, tout en buvant du vin de coupe enguirlandée de lierre, écoutaient l'hymne à Apollon, chanté au son de harpe sous la conduite d'Antémios. Que pouvaient bien leur importer les cheminées de maisons qui se dressaient sur les décombres autour de leur demeure, et les cendres de Rome brûlées, dispersées au souffle du vent ? Ils se sentaient heureux, et ne pensaient qu'à l'amour qui avait transformé leur vie en un rêve divin. Mais avant même que ne finisse l'hymne, l'esclave responsable de l'atrium entra dans la salle. « Seigneur, dit-il d'une voix où tremblait l'inquiétude,
Un centurion à la tête d'un détachement de prétoriens se tient devant le portail et désire te voir, sur ordre de César. » Le chant et le son des harpes cessèrent. L'inquiétude se communiqua à tous car, dans ses relations avec ses amis, César ne recourait pas habituellement aux prétoriens. Aussi, leur arrivée ne prédisait-elle rien de bon en ce temps-là. Seul Pétrone ne manifesta la moindre émotion et réagit comme quelqu'un que de continuelles convocations ennuyaient. On aurait bien pu me laisser dîner en paix. Puis, il s'adressa au préposé de l'atrium. « Fais entrer. » L'esclave disparut derrière la portière. Un instant plus tard, on entendit des pas lourds et le centurion Apère, que Pétrone connaissait bien, armé et casqué de fer, entra dans la salle. « Noble seigneur, annonça-t-il, voici une missive de César. » Pétrone tendit paresseusement sa main blanche, prit les tablettes et, y ayant jeté un coup d'œil, il les remit avec le plus grand calme à Eunice. « Il lira ce soir un nouveau chant de la Troïade, dit-il, et il me demande de venir. »« J'ai reçu uniquement l'ordre de remettre la missive, » ajouta le centurion. « Oui, il n'y aura pas de réponse. Mais peut-être te reposeras-tu quelque peu auprès de nous, centurion, et videras-tu un cratère de vin ? » ?»« Je te remercie, noble seigneur. Je boirai volontiers un cratère de vin à ta santé, mais je ne puis me reposer car je suis en service. » « Comment se fait-il qu'on ait donné cette missive à toi au lieu de l'envoyer par un esclave ? » ?»« Je l'ignore, seigneur. Peut-être parce qu'on m'a envoyé dans les parages pour une autre affaire ? » ?»« Je sais, dit Pétrone. »« C'est bien ça, seigneur. » »« La poursuite a-t-elle commencé depuis longtemps ? » ?»« Certains détachements ont été envoyés au Transtévère encore avant midi. » Cela dit, le centurion secoua son cratère pour en faire tomber un doigt de vin en l'honneur de Mars, puis il le vida et dit « Que les dieux te donnent, Seigneur, ce que tu désires. »« Prends ce cratère encore, » ajouta Pétrone. Après quoi, il fit signe à Antémios de finir l'hymne à Apollon. « Barbe d'airain commence à se jouer de moi et de Vinicius, » se dit-il lorsque les harpes résonnèrent de nouveau. « Je devine l'intention. Il a voulu me faire peur en envoyant la convocation par un centurion. Ce soir, ils vont questionner le centurion pour savoir comment je l'ai reçu. Non que non. Je ne te donnerai pas cette joie, pantin méchant et cruel. Je sais que tu me garderas rancune. Je sais que ma perte est imminente. Mais si tu penses que je te regarderai avec des yeux suppliants, que tu liras sur mon visage la peur et l'humilité, alors tu te trompes. César écrit, Seigneur, « Venez si vous en avez envie », observa Eunice. « Iras-tu » ? « Je suis d'excellente humeur, et je puis écouter même ces vers, » répondit Pétrone. « Je m'y rendrai donc, d'autant plus que Vinicius ne peut y aller. » Le repas terminé, et après la promenade habituelle, il s'abandonna aux soins des esclaves chargés de sa coiffure et de celles qui agençaient les plis de sa toge. Puis, 1 heure plus tard, beau comme un dieu, il se fit porter au Palatin. Il était tard, la soirée était paisible et chaude, la lune répandait une clarté si forte que les lampadaries qui avançaient devant la litière avaient éteint les torches. Dans les rues et parmi les ruines, déambulaient des groupes de gens avinés, enguirlandés de lierre et de chèvrefeuilles, en tenant dans la main des rameaux de myrte et de laurier cueillis dans les jardins de César. Les grosses quantités de blé obtenues et l'espoir de grands jeux avaient rempli de joie le cœur des gens. Ça et là, on entonnait des chants à la gloire de la nuit divine et de l'amour. De ci, de là, on dansait au clair de lune. À plusieurs reprises, les esclaves durent demander qu'on fasse place à la litière du noble Pétrone, et la foule s'écartait alors en acclamant son favori. Pétrone, lui, songeait à Vinicius, et s'étonnait de n'avoir aucune nouvelle de lui. Il était épicurien et égoïste, mais les conversations qu'il avait eues avec Paul de Tarse, de même qu'avec Vinicius, et ce qu'il avait tous les jours entendu dire sur les chrétiens, l'avaient, à son insu, quelque peu changé. Un vent avait soufflé d'eux et avait jeté dans son âme une semence inconnue. En dehors de sa propre personne, il commençait à s'intéresser aux autres. Il avait été d'ailleurs toujours attaché à Vinicius,
car il avait, dans son enfance, beaucoup aimé la mère du jeune homme, autrement dit sa sœur. À présent, ayant pris part à ces mésaventures, il les suivait avec autant d'intérêt que s'il regardait une tragédie. Il ne perdait pas espoir que Vinicius avait devancé les prétoriens et s'était enfui avec Lygie, ou, au pis-aller, l'avait reprise par la force. Il aurait cependant préféré en avoir la certitude, car il prévoyait qu'il lui faudrait peut-être répondre à diverses questions auxquelles il valait mieux être préparé. Arrivé devant la maison de Tibère, il descendit de la litière et, au bout d'un moment, il entra dans l'atrium déjà plein d'Augustins. Ses amis de la veille, bien qu'étonnés qu'il eût été invité, s'écartaient encore de lui. Mais lui s'avança parmi eux, beau, avec aisance, désinvolture, et avec autant d'assurance que s'il eût pu lui-même dispenser les faveurs. Certains, même, en le voyant, éprouvèrent en leur fort intérieur quelque inquiétude. Ne lui avait-il pas trop tôt manifesté de l'indifférence ? César, cependant, feignant de ne pas le voir et d'être absorbé par la conversation, ne répondit pas à son salut. Tigelin, par contre, s'approcha et dit « Bonsoir, arbitre des élégances. Affirmes-tu toujours que ce ne sont pas les chrétiens qui ont brûlé Rome ?» Pétrone haussa les épaules et, lui tapotant l'omoplate comme à un affranchi, riposta « Tu sais tout aussi bien que moi ce qu'il faut en penser. Je n'ose me comparer à toi pour ce qui est de la sagesse. Et tu as en quelque sorte raison, car autrement, lorsque César nous aura lu un nouveau chant de la Troïade, tu devrais, au lieu de criailler comme un paon, exprimer un avis sensé. » Tigelin se mordilla les lèvres. Il était quelque peu mécontent que César eût décidé de déclamer aujourd'hui ce nouveau chant, car cela ouvrait un champ sur lequel il ne pouvait rivaliser avec Pétrone. Et en effet, en déclamant, Néron, malgré lui, obéissant à une vieille habitude, portait son regard sur Pétrone, afin de lire sur son visage l'impression qu'il faisait sur lui. Celui-ci écoutait, levant les sourcils, approuvant parfois, concentrant son attention d'autres fois comme s'il voulait vérifier s'il avait bien entendu. Puis, il louait, ou bien critiquait, demandait que certains vers soient corrigés ou retouchés. Néron lui-même sentait que les autres ne pensaient qu'à leur propre intérêt en le couvrant de louanges outrancières, tandis que Pétrone était le seul à s'intéresser à la poésie pour elle-même, le seul qui s'y connaissait. Et s'il louait quelque chose, on pouvait être sûr que les vers étaient dignes d'éloge. Il se mit peu à peu à discuter avec lui, à le contester, et lorsque Pétrone mit en doute la justesse d'une expression, il lui dit « Tu verras dans le dernier chant pourquoi je l'ai utilisé. » « Ah, se dit Pétrone, je serai donc encore en vie pour écouter le dernier chant. » Plus d'un, en entendant ces paroles, se dit dans son fort intérieur « Malheur à moi. En ayant tant de temps devant lui, Pétrone peut bien rentrer en grâce et même renverser Tigelin. » Et on commença de nouveau à se rapprocher de lui, mais la fin de la soirée fut moins heureuse. Au moment où Pétrone prenait congé, César, plissant les yeux et avec un visage tout à la fois méchant et réjoui, lui demanda brusquement « Et Vinicius, pourquoi donc n'est-il pas venu ?» Si Pétrone avait été sûr que Lygie et Vinicius étaient déjà hors de la ville, il aurait répondu « Il s'est marié avec ton autorisation et il est parti. » Mais voyant le sourire étrange de Néron, il lui dit « Ta convocation ne l'a pas trouvé à la maison. » « Dis-lui que je serai content de le voir, » ajouta Néron. « Et dis-lui aussi de ma part qu'il ne manque pas les jeux auxquels prendront part les chrétiens. » Ces paroles inquiétèrent Pétrone, car il lui sembla qu'elles se rapportaient directement à Lygie. Il prit place dans la litière et ordonna de le porter chez lui plus vite encore que dans la matinée. Ce n'était pourtant pas facile. Devant la maison de Tibère, il y avait une foule dense et tumultueuse, ivre comme avant, mais qui ne chantait pas ni ne dansait, mais semblait houleuse. On entendait au loin des cris, dont Pétrone ne percevait pas le sens, mais qui s'amplifiaient, pour devenir enfin une clameur sauvage.
Les chrétiens, au lion !» Les somptueuses litières des courtisans s'avançaient dans la populace hurlante. Du fond des rues incendiées accouraient de nouveaux groupes de gens qui, ayant entendu les clameurs, se mirent à les reprendre. On se transmettait de bouche en bouche la nouvelle que la chasse aux incendiaires avait commencé dès midi, qu'on en avait saisi déjà un grand nombre, et bientôt, dans les rues nouvellement tracées et les vieilles rues, dans les ruelles en ruine, autour du Palatin, sur toutes les collines et dans les jardins, retentirent dans Rome tout entière, de long en large, les clameurs de plus en plus furieuses. « Les chrétiens, au lion !» Quel troupeau, répétait Pétrone avec mépris. Un peuple digne de son César. Et il se dit qu'un tel monde, basé sur une violence, sur une cruauté dont même les barbares n'avaient la moindre idée, sur les crimes et une débauche inouïe, ne pourrait tenir longtemps. Rome était la souveraine du monde, mais elle était aussi l'abcès du monde. Il s'en dégageait une odeur de cadavre. Sur cette vie pourrie planait l'ombre de la mort. On en parlait quelquefois même entre Augustins, mais jamais Pétrone n'avait entrevu avec autant de netteté cette vérité, que ce char couronné sur lequel Rome se dressait en triomphateur, traînant derrière elle le troupeau enchaîné des peuples, marchait vers l'abîme. La vie de la cité qui dominait le monde lui sembla être un cortège grotesque et une sorte d'orgie qui, un jour pourtant, devrait finir. Il comprenait maintenant que seuls les chrétiens avaient de nouvelles bases de vie, mais que, pensait-il, il ne resterait bientôt aucune trace d'eux. Et qu'adviendrait-il alors ? Le cortège burlesque continuera sa marche sous la conduite de Néron, et si Néron passe, il s'en trouvera un autre, pareil à lui ou pire, car avec un tel peuple et de tels patriciens, il n'y a aucune raison qu'il se trouvât quelqu'un de meilleur. Ce sera une nouvelle orgie, qui sera de surcroît de plus en plus sordide et abjecte. Une orgie ne peut toutefois durer éternellement, et il faut bien, après, aller se coucher, fût-ce d'épuisement. En y pensant, Pétrone se sentit lui-même extrêmement fatigué. Valait-il la peine de vivre, et encore vivre dans l'incertitude du lendemain, rien que pour regarder un tel ordre du monde ? Le génie de la mort n'est pourtant pas moins beau que le génie du sommeil, et il a lui aussi des ailes. La litière s'arrêta devant la porte de sa maison, que le vigilant portier ouvrit au moment même. « Le noble Vinicius est-il rentré ?» lui demanda Pétrone. « Il y a tout juste un instant, » répondit l'esclave. « Il ne l'a donc pas reprise, » se dit Pétrone. Ayant ôté sa toge, il se précipita dans l'atrium. Vinicius était assis sur un trépied, la tête dans les mains, penché presque jusqu'aux genoux. Au bruit des pas, il releva son visage pétrifié, où seuls les yeux brillaient fiévreusement. « Tu es arrivé trop tard ?» demanda Pétrone. « Oui. On l'a emprisonné avant midi. » Un moment de silence suivit. « Tu l'as vue ? » ?»« Oui. »« Où est-elle ? » ?»« Dans la prison Mamertine. » Pétrone sursauta et fixa sur Vinicius un regard interrogateur. Celui-ci comprit. « Non, dit-il. On ne l'a pas écroué dans le Tullianum, ni même dans la prison du milieu. J'ai acheté les services d'un gardien qui lui a cédé sa pièce. Ursus s'est couché sur le pas de la porte et veille sur elle. » « Comment se fait-il qu'Ursus ne l'ait pas défendu ? » ?»« On a envoyé 50 prétoriens. D'ailleurs, Linus le lui a interdit. Linus est à l'agonie. C'est pourquoi on ne l'a pas emmené. Qu'as-tu l'intention de faire ? La sauver, ou bien mourir avec elle. Je crois moi aussi dans le Christ. Vinicius semblait parler calmement, mais il y avait dans sa voix quelque chose de si déchirant que le cœur de Pétrone se serra de sincère compassion. « Je te comprends, dit-il. Mais comment veux-tu la sauver ? J'ai soudoyé les gardiens d'abord, pour qu'on lui épargne les affronts, et deuxièmement, pour qu'on n'empêche pas son évasion. Quand cela se fera-t-il ? Ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient me la remettre tout de suite, car ils en avaient la responsabilité. Lorsque la prison se remplira de gens, et lorsqu'on aura perdu le compte des prisonniers, alors ils me la rendront. Mais c'est là un pis-aller. D'abord, sauve-la, toi, et sauve-moi. Tu es l'ami de César,
Lui-même me l'a donné. Va le voir. Et sauve-moi. » Pour toute réponse, Pétrone appela un esclave et lui ordonna de lui apporter 2 manteaux sombres et 2 sabres. Puis il s'adressa à Vinicius. « Je te répondrai en cours de route. En attendant, prends ce manteau, cette arme, et allons à la prison. Là, donne aux gardiens 100 000 sesterces. Donne-leur même le double, le quintuple, pourvu qu'ils laissent partir Légie immédiatement. Sinon il sera trop tard. » « Partons, » approuva Vinicius. L'instant d'après, ils étaient tous les deux dans la rue. « Et maintenant, écoute-moi, » commença Pétrone. « Je ne voulais pas perdre de temps. Je suis depuis aujourd'hui en disgrâce. Ma propre vie ne tient qu'à un fil et c'est pourquoi je ne puis rien obtenir de César. Pire, je suis certain qu'il agira à l'encontre de ma demande. Autrement t'aurais-je conseillé de fuir avec Légie ou de la délivrer par la force ? Il est clair que si tu réussissais à fuir, le courroux de César se retournerait sur moi. Mais aujourd'hui, il ferait plutôt quelque chose pour toi que pour moi. Cependant, ne compte pas là-dessus. Sors-la de la prison et fuyez. Si cela échoue, il sera alors temps d'envisager d'autres moyens. Sache pourtant que l'on a emprisonné Légie non seulement pour sa foi dans le Christ, la colère de Popée vous poursuit, elle et toi. Te souviens-tu que tu as fait un affront à Popée en rejetant ses avances ? Elle sait fort bien que tu l'as rejetée pour Légie, qu'elle a, quoi qu'il en soit, prise en haine dès le premier coup d'œil. N'avait-elle pas déjà cherché à perdre Légie en attribuant la mort de son enfant à ses sortilèges ? Dans tout ce qui s'est passé, il y a la main de Popée. Quand m'expliqueras-tu que Légie ait été la première à être emprisonnée ? Qui a bien pu indiquer la maison de Linus ? Je te dis, moi, qu'on l'espionnait depuis longtemps. Je sais que je te déchire l'âme et que je t'enlève ce qui te restait d'espoir, mais je te le dis sciemment, pour que tu saches que si tu ne la libères pas avant qu'il ne tombe sur l'idée que tu tenteras de le faire, vous périrez tous les deux. »« Oui, je comprends, » répondit Vinicius d'une voix sourde. Comme il était tard, les rues étaient désertes. Leur conversation se trouva néanmoins interrompue par un gladiateur ivre qui venait en sens inverse et qui, en titubant, se heurta à Pétrone, s'appuyant de la main sur son épaule, et lui souffla au visage son haleine vineuse en hurlant d'une voix enrouée. « Les chrétiens, ô lion !»« Myrmillon, » lui dit Pétrone calmement, « passe ton chemin, c'est un bon conseil que je te donne. » L'ivrogne saisit de son autre main le bras de Pétrone. « Crie avec moi, les chrétiens, ô lion, ou je te tords le cou. » Les nerfs de Pétrone, mis à vif par ses clameurs, en eurent assez. Depuis qu'il était sorti du Palatin, elle l'oppressait comme un cauchemar et lui écorchait les oreilles. Aussi, lorsqu'il vit encore le poing du géant levé au-dessus de sa tête, perdit-il patience. « Ami, lança-t-il, tu pues le vin et tu me gênes. » Tout en le disant, il lui plongea dans la poitrine, jusqu'à la garde, la petite épée qu'il avait emportée en sortant de chez lui, puis, prenant Vinicius par le bras, il reprit comme si de rien n'était. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Quo Vadis. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Gustave Schlicht et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com ou sur l'application KTO Radio.